l'effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France. En tout cas, ça, c'est le titre d'un document de travail du CIRED de mars ou avril 2013, je crois, que Philippe Quirion a introduit ainsi. Nous étudions l'impact sur l'emploi en France de la mise en œuvre du scénario de transition énergétique construit par l'association Négawatt en 2011, qui prévoit un développement massif tant des économies d'énergie par le biais de mesures de sobriété et d'efficacité énergétique que des énergies renouvelables entre 2012 et 2050. Ça veut dire que bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, c'est ça ? Philippe Quirion est en soutien d'un groupe de travail Espace Emploi Climat qui regroupe de nombreuses associations concernées par cette question. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, là, le titre a un peu changé, mais le contenu est bien celui qui a été annoncé. Et c'est une évaluation de l'effet sur l'emploi du scénario Négawatt que je vous présenterai tout à l'heure, qui est un scénario énergétique. Donc là, je ne parlerai pas de la transition écologique en général, mais uniquement des questions d'énergie. Il y a eu quelques autres travaux qui portent sur d'autres types de politiques écologiques, y compris sur l'agriculture, dans le dernier numéro du courrier de l'environnement de l'INRA, un travail auquel j'ai participé, et puis quelques autres travaux, par exemple sur les déchets ou la biodiversité. Alors, en fait, vous avez sans doute entendu beaucoup de chiffres qui paraissent complètement contradictoires dès qu'il s'agit des conséquences sur l'emploi des politiques climatiques ou énergétiques ou environnementales. Et, typiquement, dans le cas de la sortie du nucléaire, vous aviez Areva ou EDF expliquant que ça allait détruire 1 million d'emplois et puis Greenpeace disant l'inverse. Alors, une partie de la différence vient du fait que les gens regardent des scénarios différents, mais plus fondamentalement, souvent, ce ne sont pas les mêmes questions qui sont posées. Donc, je ferai rapidement une petite présentation pour situer la présente étude dans un cadre plus général. Ensuite, je vous présenterai, donc, je vous l'ai dit, le scénario Négawatt, la méthode que j'utilise et puis les résultats. Peut-être au préalable, rappeler deux choses. D'abord, évidemment, on ne fait pas une politique climatique ou une politique énergétique en fonction de son impact sur l'emploi, mais principalement pour d'autres raisons. Et en particulier, en ce qui concerne la transition énergétique, on l'a fait pour répondre à toutes les externalités négatives générées par le secteur énergétique, à commencer par les émissions de gaz à effet de serre, par les risques et dangers liés au nucléaire et à la pollution atmosphérique. Mais n'empêche que dans le contexte de chômage massif que l'intervenant précédent vient de rappeler, la société se pose de toute façon la question de l'impact sur l'emploi de n'importe quelle politique, donc il faut que les chercheurs éclairent aussi cet aspect. Et puis deuxièmement, l'aspect quantitatif des emplois est le seul que je présenterai ici. C'est évidemment pas le seul qu'il faut étudier. Tout ce qui est la qualité des emplois, c'est extrêmement important aussi. C'est plus compliqué parce que c'est très multidimensionnel. Il y a plein de dimensions à la qualité d'un emploi. Donc ça, c'est pour une étape ultérieure. Voilà, après c'est préalable. Alors le scénario Négawatt, il y en a déjà eu 3 versions présentées et une prochaine sera présentée normalement au début de l'année prochaine. C'est un scénario qui se base sur 3 piliers. La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Tout ça pour faire diminuer la quantité d'énergie fossile et fissile, donc non renouvelable, utilisée. La sobriété énergétique, il y a plusieurs manières de la définir, je dirais qu'en tant qu'économiste, moi je la définis comme une diminution de la quantité de services énergétiques dont on a besoin. La quantité de services énergétiques, c'est par exemple un certain nombre de déplacements qu'on peut mesurer en passage des kilomètres. L'efficacité énergétique, ça consiste à utiliser moins d'énergie pour fabriquer la même quantité de services énergétiques. Par exemple, parce que les voitures consomment moins pour un même service. Et puis les énergies renouvelables, je n'ai pas besoin de les présenter. Donc le scénario Négawatt, c'est un scénario qui est uniquement en termes physiques, mais qui est très détaillé, avec qui couvre tous les domaines de l'énergie. Ici, je présente ultra rapidement, en gros, les bilans énergétiques
ce qui est la tendance actuelle jusqu'en 2050, ça c'est en haut à gauche, avec, en prenant juste les plus gros éléments, en rouge le pétrole, en violet ce qui est nucléaire et en vert ce qui est renouvelable. Bon, la tendance est grosso modo une stabilité de la production d'énergie au cours du temps. Et puis le 100 négawatts qui est plus au centre, en haut au centre, vous voyez que vous avez une décroissance très forte de tout ce qui est énergie fossile, un arrêt du nucléaire vers 2033. Donc le nucléaire c'est le violet, les fossiles c'est le charbon en noir, le pétrole en rouge et le gaz en jaune. Un développement des renouvelables en vert, et puis au-dessus, c'est à la fois la sobriété et l'efficacité. Donc la plus grande partie du gain, c'est des économies d'énergie, sobriété et surtout efficacité, et ensuite les renouvelables. Le bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre, enfin plus précisément de CO2 lié à l'énergie, parce que c'est un scénario énergétique donc, qui prend en compte, donc pour le cœur du scénario uniquement le CO2 lié à l'énergie, il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont traités par un scénario, en partie par un scénario qui est fait à côté. Le tendanciel c'est en rouge, grosso modo une stabilité des émissions de CO2 jusqu'en 2050, et puis en bleu vous avez les émissions dans le 100 négawatts qui tombent quasiment à zéro en 2050. Ce qui est ce à quoi tous les gouvernements se sont engagés à travers l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris nous dit que dans la deuxième moitié du siècle, il faut qu'on ait un équilibre entre les sources de gaz à effet de serre d'origine humaine et le stockage de CO2, principalement dans la biomasse, ce qui veut dire des émissions à peu près nulles pour le secteur énergétique. Évidemment, ils s'y sont engagés, mais on n'est pas obligé de croire qu'ils sont sincères. Alors, la méthode que j'ai utilisée, je vais la détailler un petit peu parce que c'est facile de balancer des chiffres, mais ça ne veut pas dire grand-chose si on ne sait pas comment ils sont fabriqués. Donc, c'est une méthode que j'appelle une méthode de contenu en emploi. Donc, j'essaie de calculer un indicateur central qui est le nombre d'emplois pour 1 million d'euros de dépenses. Alors, pourquoi est-ce que on ne crée pas le même nombre d'emplois quand on dépense 1 euro dans un secteur ou avec une technologie plutôt que dans un autre secteur ou avec une autre technologie? Il y a différentes raisons. Déjà là, je comptabilise l'emploi en France. Je regarde un scénario uniquement sur la France. Par exemple, parce qu'il y a des importations qui diffèrent entre les secteurs. Par exemple, parce que vous avez plus ou moins de capital, enfin le rapport capital-travail est différent entre les secteurs, vous avez plus ou moins de rentes, des rentes urbaines par exemple. Comment est-ce qu'on peut calculer ce contenu en emploi? Alors la manière la plus simple, c'est de se limiter à ce qu'on appelle les emplois directs. C'est-à-dire ceux qui sont directement dans les branches qu'on va regarder. Par exemple, on peut calculer le contenu d'emploi direct de l'automobile et dire si on achète pour 1 million d'euros d'automobile, on crée combien d'emplois dans la branche automobile. C'est assez facile, mais le problème c'est que ça oublie ce qu'on appelle les emplois indirects, c'est-à-dire ceux qui se situent chez les fournisseurs des fabricants automobiles. Si on achète pour 1 million d'euros d'automobile, la branche automobile va acheter de l'acier, il va y avoir des emplois dans la sidérurgie, elle va acheter des plastiques, des équipements, et les équipementiers eux-mêmes ils vont acheter à d'autres branches, etc. à l'infini. Heureusement, tous les services statistiques produisent un outil qui permet de gérer ça, qui s'appelle le tableau entrée-sortie. C'est juste un grand tableau qui nous dit pour une année donnée combien chaque branche a acheté à chaque branche. En distinguant, dans les versions que j'utilise, ce qui est acheté à l'étranger et ce qui est acheté et produit en France. Donc grâce à ça, en faisant quelques opérations sur ce tableau, on arrive à calculer toute la chaîne des emplois directs et indirects. C'est l'outil de base que j'utilise. Donc, j'applique les étapes suivantes. Alors déjà, ce que je compare, ce sont les emplois donc direct et indirect, créés et détruits. Donc en France uniquement, je ne prends pas en compte les emplois à l'étranger, par l'application du scénario négawatt par rapport au scénario tendanciel que je vous ai brossé très rapidement tout à l'heure. Et l'effet net sur l'emploi, ça va être la somme de 3 éléments. Vous aurez des emplois créés, ou des emplois qui sont davantage créés quand on applique le scénario négawatt. Par exemple, il y a plus de fret ferroviaire, donc plus d'emplois dans la branche fret ferroviaire. Il y a aussi des emplois détruits, il y a moins de fret routier, donc moins d'emplois dans le fret routier.
Et puis il y a aussi, alors, ce qui est plus compliqué, ce que j'appelle l'effet induit. C'est un terme qui est utilisé dans des sens différents, donc je vais vous présenter la manière dont je l'utilise dans cette étude. Pour comprendre cet effet induit, il faut bien voir que dès qu'on compare deux scénarios ou deux techniques, sauf hasard extraordinaire, il y a forcément un des deux scénarios qui est plus coûteux que l'autre, ou une des deux techniques. Et il va bien falloir que quelqu'un paye ce surcoût. Alors ce quelqu'un, typiquement, ça peut être par exemple les ménages, qui vont payer soit en tant que consommateurs, à travers des prix plus élevés, soit en tant que contribuables, soit en tant qu'actionnaires même. Et donc les ménages, comme ils vont payer sur coût, ils vont moins dépenser ailleurs dans l'économie et ça va détruire les emplois ailleurs dans l'économie. Donc prendre en compte cet effet induit, ça permet de neutraliser cet effet qui est que certaines techniques sont plus coûteuses que d'autres et qu'il faut bien payer pour le surcoût, ce qui va avoir un effet sur l'emploi. C'est ça que j'appelle l'effet induit. On verra tout à l'heure qu'il est très important. Donc je procède avec les étapes suivantes. Donc là j'ai eu la chance d'avoir accès à une version du tableau très sorti en 118 branches, ce qui est très détaillé. D'ailleurs c'est un tableau qui est plus maintenu malheureusement par l'INSEE. Donc je calcule le contenu en emploi direct et indirect pour chacune de ces branches. Et ensuite je découpe le scénario négawatt et le scénario tendanciel en une série d'activités, environ une centaine d'activités. Une activité, ça va être par exemple, pour l'éolien, ça va être, vous avez la phase de production des éoliennes et installation, et puis vous avez la phase maintenance, donc ça fait une série d'activités. Et pour chaque activité, je chiffre le coût pour chaque année dans les deux scénarios, et puis je répartis ce coût entre les branches de l'économie française. Donc au final, si je prends en compte l'effet induit, je compare des scénarios avec la même dépense agrégée et c'est juste la répartition de cette dépense qui va différer entre les branches. Okay, et c'est ça qui va faire que l'effet sur l'emploi sera différent entre le scénario négawatt et le scénario tendanciel. En gros, si les branches qui se développent dans l'application des scénarios négawatt par rapport au tendanciel ont un contenu d'emploi plus élevé, j'aurai un effet net positif sur l'emploi et vice-versa. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de bien voir qu'on prend en compte à la fois les emplois créés et détruits, donc c'est bien d'un effet net dont on parle. Alors, rapidement, les activités que je prends en compte, toute une série d'énergies renouvelables. Dans le bâtiment, à la fois la rénovation thermique des logements et tertiaires existants et le neuf. Les énergies traditionnelles, l'investissement dans les réseaux d'énergie, et puis dans les transports, c'est à la fois tout ce qui est matériel, infrastructure et exploitation. Alors, j'en viens aux résultats. Alors, j'ai calculé les résultats pour 3 années, 2020, 2025 et 30. Là, je présenterai uniquement les résultats pour 2020. En 2020, maintenant, c'est très bientôt. Là, on parle d'un scénario qui était censé s'appliquer à partir de 2012, qui a été fait en 2011. Donc forcément, quand je vais le refaire, les résultats pour 2020 en valeur absolue seront beaucoup plus petits. Donc on voit qu'il y a, là j'ai agrégé les résultats. Dans le document, c'est beaucoup plus désagrégé. En agrégeant, il y a 3 principales branches ou types d'activités qui se développent, qui permettent de créer des emplois, encore une fois, dans le scénario négawatt par rapport au tendanciel. Donc ces chiffres sont en milliers d'emplois équivalents temps plein. Donc c'est-à-dire qu'un temps partiel, un mi-temps par exemple, compte pour un demi-emploi ici. Alors, premier poste créateur, la rénovation des bâtiments. Deuxièmement, les énergies renouvelables. Et troisièmement, les transports, disons, propres. Principalement transports en commun. Des destructions d'emplois aussi. Évidemment, dans tout ce qui est énergie non renouvelable, on s'en doutait. C'est un peu compensé, mais pas complètement, par l'investissement supplémentaire dans les réseaux. On a moins de constructions neuves dans le scénario négawatt, en tout cas dans cette version. On verra dans le prochain comment ça évolue. Et donc, moins de création d'emplois dans ce qui est bâtiment neuf. Et puis, on a évidemment des pertes d'emplois dans tout ce qui est transport routier et aérien. On a un effet induit qui est positif, ce qui veut dire, si vous avez suivi mon explication, que le scénario négawatt est moins coûteux, enfin plutôt, entraîne moins de dépenses que le scénario tendanciel. Alors ça peut surprendre parce qu'on peut se dire, pour appliquer le scénario négawatt, il faut d'abord dépenser plus sous forme d'investissement dans l'efficacité énergétique et dans les renouvelables, et puis par la suite on a moins de dépenses de fonctionnement parce qu'on achète moins de combustible. C'est vrai, mais il y a un autre effet qui est plus fort en fait, qui est la sobriété énergétique.
Parce que la sobriété énergétique, dans la plupart des cas, ça génère quasiment pas de dépenses. Par exemple, si la vitesse baisse sur autoroute, ça coûte rien. Mais, alors ça fait perdre du temps. Après, on peut dire qu'il y a un coût généralisé, mais ce n'est pas une dépense. Donc ça crée pas d'emploi. Par contre, ça diminue la consommation de carburant et ça fait du pouvoir d'achat en plus pour les ménages. Et les ménages, ils vont en faire quelque chose de ce pouvoir d'achat en plus. Donc c'est avant tout cette sobriété qui génère un effet induit positif. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais ça génère, ça fait quand on additionne tout ça, on a un effet net sur l'emploi positif dans les 235 000 à l'horizon 2020. Alors, pourquoi l'effet est positif? Bon, je vous ai déjà un peu dit. C'est parce que dans la plupart des cas, la plupart des branches qui se développent dans le 100 MW par rapport au tendanciel présentent un contenu en emploi supérieur à la moyenne de l'économie. Bon, je vous ai mis une petite sélection de branches dans ce cas là, qui sont représentées en vert. Par exemple, le bâtiment, par exemple, ces transports par route de voyageurs. Bon, ça, c'est un contenu en emploi supérieur à la moyenne est en noir ici. Alors que la plupart des branches qui régressent dans le 100 MW présentent un contenu en emploi inférieur à la moyenne. Tout en bas, vous avez par exemple le raffinage de pétrole. Si vous allez dans une station-service et que vous achetez pour 1 million d'euros de carburant, si vous êtes très riche, vous allez créer 2 emplois équivalents temps plein en France. C'est quand même pas terrible. Alors que si vous achetez pour 1 million de bâtiments, vous allez créer 16 emplois. Donc c'est ça, alors il y a quelques exceptions, hein, je les ai montrées ici, mais c'est ça qui explique le sens le signe de l'effet. Alors rapidement quelques focus par secteur. Donc dans les énergies renouvelables, à gauche vous avez le scénario tendanciel, donc les différentes couleurs représentent différents types d'énergies renouvelables. Vous voyez que le scénario tendanciel, c'est pas un scénario où on arrête les renouvelables, hein. Il y en a, on en fait, mais bon, modérément, un peu comme maintenant, quoi. Et à droite, vous avez le négawatt, où là, beaucoup plus d'emplois, et on voit que ces emplois sont assez bien répartis entre différentes filières. Il n'y en a pas une qui domine. Alors dans le bâtiment, il y a 2 effets qui se compensent à peu près, mais qui aboutissent quand même à plus d'emplois dans le négawatt. C'est qu'il y a plus de rénovation dans le négawatt, bien sûr, et des rénovations plus coûteuses parce que plus ambitieuses. Et puis moins de construction neuve. Alors là, je pense que la méthode que j'utilise, elle sous-estime les gains parce que je suppose un même contenu en emploi dans la rénovation que dans le neuf. Or, on sait que c'est pas vrai. On sait que quand on dépense 1 million d'euros dans la rénovation des logements, on crée plus d'emplois que dans le neuf parce qu'il y a moins de matériaux, il y a plus de main-d'œuvre. Mais comme j'ai voulu garder la même méthode sur tous les secteurs, c'est quelque chose que je ne pouvais pas prendre en compte, que je n'ai pas pris en compte ici. Dans les transports, bon, il y a des gagnants et des perdants, comme je l'ai dit, entre les transports plus ou moins propres. Mais là, il y a quand même des pertes d'emplois en agrégeant tout ce qui est transport dans le négawatt par rapport au tendanciel. Mais la méthode que j'utilise, là encore, elle surestime les pertes, en particulier dans le fret routier, parce qu'il faudrait distinguer ce qui est longue distance et où il y a moins d'emplois par tonne-kilomètre de ce qui est livraison locale, et par exemple tout ce qui est livraison par vélo qui est en pleine explosion. Bon, ça c'est quelque chose qui n'émet pas et qui crée des emplois. Après, la qualité des emplois, on va en discuter. Bon, je passe sur les énergies conventionnelles parce que je dépasse le temps. Pour résumer, alors un effet positif sur l'emploi de l'ordre de 235 000. Bon, après j'ai fait une analyse de sensibilité en 200 à 300 000 emplois équivalents temps plein en 2020, entre 500 000 et 800 000 en 2030, avec comme principales activités créatrices d'emplois, c'est 1 le bâtiment, 2 les renouvelables et 3 les transports. C'est robuste, je ne l'ai pas montré là, mais je fais pas mal d'analyse de sensibilité à différentes hypothèses. Récemment, l'ADEME a sorti un scénario, une vision 2050 100% renouvelable, qui est assez proche du 100 MW en termes techniques. Ils ont fait une analyse de l'effet sur l'emploi avec une méthode complètement différente, qui utilise un modèle macroéconomique beaucoup plus complexe que ce que j'ai présenté ici, qui a l'avantage d'incorporer beaucoup plus de mécanismes économiques que ceux que j'ai présenté ici, mais qui a l'inconvénient d'être, à mon avis, plus opaque, c'est-à-dire on a du mal à comprendre, quand on n'est pas dans les auteurs du modèle, on a du mal à comprendre tout ce qui se passe
dans ce type de modèle. Mais la bonne nouvelle, c'est que leurs résultats sont assez proches des miens, donc ça donne, je dirais, confiance dans les résultats. Quand on retrouve le même type de résultats avec des approches différentes, c'est assez... voilà, ça donne confiance dans les résultats, il me semble. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a deux versions écrites, le document de travail, là, que vous pouvez télécharger, et puis vous pouvez télécharger aussi une version plus courte qui a été présentée dans Les Possibles, qui est une revue éditée par l'initiative du Conseil scientifique d'Attac. Voilà, merci de votre attention. Merci. Avec cette façon de réussir à rendre presque simples des choses fort compliquées. Alors, vous avez peut-être des questions à poser sur un papier rose? Alors, on me demande l'emploi dans l'agriculture. Alors ça, c'est une question que je traite avec une méthode un peu différente. Donc dans un autre document, comme je le disais, ça vient de paraître dans une revue qui s'appelle Le Courrier de l'environnement de l'INRA. C'est une revue qui est en ligne, qui présente en fait un scénario sur l'agriculture, l'alimentation, l'usage des terres, qui s'appelle After 2050. Et qui aboutit entre autres à une division par 2 des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Mais il y a bien d'autres problèmes que ce scénario vise à régler, qui émanent de l'agriculture. Et avec des collègues, on a fait aussi une évaluation de l'impact sur l'emploi de ce scénario, qui aboutit à un résultat positif de 70 000. Donc ça, vous pouvez aller voir. Alors, transition énergétique un peu positive en emploi, mais j'espère très positive pour le climat. Oui, c'est ce que j'ai présenté très rapidement. Alors le 100 négawatts, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de documents en ligne, il y a plusieurs bouquins. En particulier, ça aboutit dans la version 2011 à une division à peu près par 16 des émissions de dioxyde de carbone d'origine énergétique à l'horizon 2050. Donc c'est pas encore le zéro émission, peut-être pour la prochaine version ça. Rendez-vous en 2017. Mais en tout cas très positif pour le climat, ça c'est sûr. Alors, quid du développement technique qui détruit les emplois massivement? Ça c'est une autre question que je ne traite pas dans cette étude-là, mais qui a été plutôt abordée par d'autres intervenants. Donc, enfin, en tout cas, c'est pas la méthode que j'utilise là suppose que ça bouge pas trop, qu'il n'y a pas trop d'autres choses qui se passent en même temps. En même temps, je présente des résultats jusqu'en 2030, pas jusqu'en 2050, où là, il peut y avoir, et il y aura, bien sûr, des évolutions techniques imprévisibles qui auront elles-mêmes des impacts sur l'emploi plus forts que la différence entre les deux scénarios que je présenterai. Mais à un moment, il faut séparer les questions qu'on traite, simplement. Quel est le coût du scénario négawatt auprès des institutions? Alors le problème, c'est qu'on est en France, en France, on a le nucléaire et on a des élites qui sont ultra pro-nucléaires à 99%. Enfin, un peu moins maintenant, mais quand même 90, disons. Et donc, dès qu'on présente le scénario négawatt, c'est mais pourquoi vous voulez arrêter le nucléaire? C'est tellement bien le nucléaire, c'est tellement magnifique. Bon, on veut bien vous écouter sur ce qui est isolation des bâtiments, ou mais même les transports en commun, mais non, vraiment le nucléaire, c'est pas sympa. Voilà. Donc c'est ça qui bloque, très clairement. Alors dans les jeunes générations des hauts fonctionnaires, c'est quand même moins, il y a quand même un peu moins de blocage, mais après, en sociologie, on a toujours du mal à distinguer l'effet d'âge et l'effet de génération. Donc, on verra ce que ça donne. Mais bon, voilà, la France, de ce point de vue-là, en France, voilà, culturellement, le nucléaire bloque quand même beaucoup le débat. Alors, une question précise, là, dans le tableau emploi, je suis surpris que le rail ne soit pas plus proche de l'énergie, les deux étant intensifs en capital. C'est parce que dans le rail, là, il y a toute l'exploitation. C'est pas que c'est pas... Voilà. C'est pas... donc ça fait de l'emploi, voilà. Et dans l'énergie traditionnelle, ça compte pas tellement.
Enfin, ça fait pas tellement d'emplois. Alors, deux questions très proches. On me demande... Alors, le nombre d'emplois créés est faible par rapport au volume de chômage. Ben oui. Comme j'ai dit au tout début, on ne va pas faire la transition énergétique pour répondre à la question de l'emploi. On l'a fait pour d'autres raisons. C'est juste un effet secondaire. Voilà. Et ça ne va pas résoudre le problème du chômage. Non, ça, ce serait... c'est pas possible. Mais il y a d'autres gisements, d'autres manières de créer de l'emploi. Deux intervenants en ont présenté. Et potentiellement, plus en créer davantage. C'est tout. Alors, pourquoi... Ah ouais, alors là, sur la construction de bâtiments neufs, pourquoi elle est plus faible dans le scénario de négawatt que dans le scénario tendanciel? C'est une question qui revient souvent. Alors, d'abord une précision, dans le scénario négawatt, on a grosso modo une stabilisation du nombre de mètres carrés habitables par personne. Dans le scénario tendanciel, il y a une grosse augmentation de cette surface qui correspond à la tendance actuelle. Parce qu'elle peut surprendre, on n'a pas l'impression d'avoir plus d'espace. Mais c'est aussi très lié à la décohabitation, au fait que quand on a, voilà, un couple se sépare, qu'il faut une chambre pour les enfants dans chacun des deux appartements, ça fait plus de mètres carrés par personne et ça ne fait pas plus d'espace subjectivement. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va changer, je pense. Alors, il y a des tas d'arguments qui sont avancés. Hein, vous pouvez voir dans les documents qui présentent le scénario pour allant vers, par exemple, des solutions de cohabitation entre personnes âgées, étudiants, etc. Mais je pense que l'écart, enfin, j'en suis sûr même, c'est un scoop, mais il va se réduire entre les deux scénarios en termes de mètres carrés par habitant, et donc de construction de logements neufs aussi. Alors la question de la formation des travailleurs, elle est très question évidemment essentielle. Comment garantir la formation des travailleurs qui quittent les énergies traditionnelles? Bon, là, il n'y a pas une solution simple. Ceci dit, il faut voir aussi qu'il ne s'agit pas de convertir tous les travailleurs de filières fossiles ou nucléaires pour en faire des gens qui vont travailler dans le renouvelable. Déjà parce que quand on regarde la pyramide des âges dans les centrales thermiques et surtout nucléaires, beaucoup de gens vont de toute façon partir en retraite dans les années qui viennent, énormément de gens. La pyramide est très disproportionnée. Si au contraire on voulait refaire le nucléaire à l'identique et donc embaucher massivement, enfin sous réserve qu'on arrive à trouver les gens, et que dans 20 ans on dise on sort du nucléaire, on serait plus embêté du coup. Parce qu'on aurait des gens qui, ça arriverait au milieu de leur vie professionnelle, auront encore 20 ans à travailler avant la retraite. Ceci dit, il n'y a pas assez de travaux sur quelles sont les compétences dans les emplois qui vont, enfin, en régression et dans les activités en progression entre les deux scénarios. Ça, c'est quelque chose à creuser. On demande s'il existe le même type d'études à l'échelle planétaire. Pas vraiment. Alors d'abord, je ne connais pas de scénario vraiment proche du scénario négawatt au niveau planétaire. Il existe beaucoup de scénarios énergétiques qui aboutissent à des baisses massives des émissions de gaz à effet de serre. Il y en aura, comme le GIEC va faire un nouveau rapport spécial sur le 1,5 degré en 2018. Il y a d'autres scénarios qui sont en train d'être faits. Mais il se distingue, je dirais, du scénario négawatt principalement pour la raison suivante, c'est que il y a beaucoup moins de place pour la sobriété énergétique, qui d'ailleurs n'est pas nommée comme ça. Implicitement, il y en a, mais moins. Et par contre, il y a beaucoup de capture-stockage souterrain du CO2 dans beaucoup de ces scénarios, qui est une solution technique qui a été écartée par Négawatt, en considérant que c'est trop risqué, trop coûteux, et voilà, c'est bien joli de mettre du CO2 dans le sous-sol, mais après on est incapable de l'enlever si jamais il y a un problème. Donc, bon. Voilà, donc déjà il n'y a pas de scénario de type négawatt. Après, la plupart de ces scénarios ne sont pas chiffrés en termes d'emploi. Ils sont parfois chiffrés en termes de coût économique au mieux, mais très rarement en termes d'emploi. Les économistes en fait sont assez réticents à se poser les questions en termes d'emploi par rapport au reste de la société en fait. C'est assez frappant.
J'ai presque terminé. J'ai même complètement terminé en fait. D'accord, merci.